Qu'est-ce que c'est l'Is Globali? Alors l'Is Globali, en fait, c'est parti du concept qu'un Français, par exemple, qui va acheter en Espagne ou au Portugal, il ne va pas savoir qu'il faut chercher sur des sites comme Idealista ou Fotocasa pour l'Espagne, ou alors comme Casasapo, Imo Virtual ou Idealista au Portugal. En fait, autant on sait qu'au niveau local, il faut chercher sur SoLoger, sur Le Bon Coin, etc., sur des sites qu'on connaît, autant dès qu'on regarde un petit peu l'international, c'est très compliqué, on ne sait pas vraiment où aller. Donc on est parti de l'idée qu'il fallait justement diffuser à l'international sur un ensemble de portails les annonces immobilières traduites dans la langue. Donc typiquement, un Français aujourd'hui qui va faire une recherche pour acheter au Portugal, pour acheter en Espagne, comme on a eu la discussion ce soir avec beaucoup de gens qui avaient acheté justement en Espagne, et il va de facto tomber sur des sites avec lesquels l'Is Globali travaille, qui sont des sites sur lesquels il y a un ensemble d'annonces très importants en Espagne et au Portugal, traduits en français, pour avoir un environnement simple et compréhensible. Alors l'immobilier est un marché de plus en plus mondialisé. Vous avez fait une étude récemment qui analyse ces mouvements. Oui, en fait, on regarde beaucoup les différents pays du monde pour comparer justement la part des acheteurs étrangers dans ces pays-là et la volumétrie de transactions réalisées par les étrangers. Par exemple, si on compare, je reprends un petit peu l'Europe du Sud, entre guillemets, pour que ce soit simple, si on reprend la France, les acheteurs étrangers, c'est entre 15 et 20 milliards d'euros de transactions par an. 15 et 20 milliards d'euros. Si on prend notre voisin espagnol, c'est entre 10 et 15 milliards. Et si on prend le Portugal, c'est à peu près 6 à 7 milliards d'euros de transactions réalisées par des étrangers. Alors nous, en tant que Français, on a beaucoup l'habitude, parce que les Français sont de gros investisseurs au Portugal et en Espagne, donc les Français achètent beaucoup en Espagne et au Portugal, mais à l'inverse, si on regarde par exemple qui sont les acheteurs étrangers qui achètent en France, ça va être d'autres nationalités comme les Anglais, les Belges, les Américains, les Italiens, etc. etc. Et en fait, c'est un marché vraiment mondialisé qui répond aussi à une dynamique de richesse mondiale d'abord. Donc, il faut regarder les salaires moyens dans chacun des pays et comprendre que, par exemple, un Suisse qui va acheter au Portugal ou en Espagne ou même en France, pour lui, par rapport aux salaires moyens qui sont observés en Suisse, pour lui c'est extrêmement peu cher d'acheter à l'étranger. Un peu comme pour un Français aujourd'hui d'acheter à Athènes, d'acheter en Bulgarie, d'acheter dans des pays où les prix de l'immobilier sont nettement inférieurs. Et donc, si aujourd'hui on est par exemple parisien, qu'on est habitué à des prix de 10 000 euros ou plus le mètre carré, et qu'on regarde des marchés, par exemple, on va reprendre des marchés espagnols, on va regarder des marchés comme Valence, etc., où on a donc Valencia, Séville, etc., où on a des prix au mètre carré à 1000, 1500 euros le mètre carré. C'est extrêmement peu cher pour un Parisien. Et donc du coup, la question qui se pose dans ce marché un petit peu mondialisé, c'est de dire, est-ce que pour 300 000 euros, par exemple, je préfère acheter 30 mètres carrés à Paris ou 300 mètres carrés à Séville. Donc c'est ça un petit peu les dynamiques sympas qui se posent. Alors 3 bons plans, si vous aviez un tiercé à nous donner, voilà, avec 100 000 euros, qu'est-ce que je fais? Alors je veux... Espagne, je vais au Portugal, je vais en Grèce. Alors aujourd'hui, en tant qu'investisseur, si on regarde sur un horizon, on va dire de 5 ans, globalement, les marchés immobiliers répondent plus ou moins à des logiques de cycle. Et donc, il y a des marchés comme l'Espagne et la Grèce qui ont été marqués de manière très très forte par la crise de 2009, qui a pour eux, c'est suivi par une crise bancaire et une crise immobilière très forte. Et donc du coup, les prix immobiliers ont commencé à bien reprendre en Espagne, surtout à Madrid et à Barcelone, mais pas encore dans des marchés alternatifs et qui commencent à remonter comme Valence, Séville, etc. et le sud de l'Espagne aussi. Et puis après, sur un marché comme le marché grec aujourd'hui, qui n'est pas encore en phase de récupération, mais qui est tout juste en train de commencer à infléchir. À Athènes, concrètement, on peut trouver 50 mètres carrés pour 50 000 euros. Alors je ne dis pas que c'est une merveille à ce prix-là, mais concrètement, il y a vraiment des marchés dans lesquels on a touché le fond et on est en train de remonter de manière très claire. Et quand on veut s'intéresser à ces marchés, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on veut s'intéresser à ces marchés, la première chose, c'est toujours pareil, on fait toujours des recherches d'informations. Typiquement, aujourd'hui, autant un Français qui achète en France, il est au courant des frais de notaire, des frais liés à l'achat, à la limite de l'imposition française, de l'imposition sur la plus-value, des choses comme ça. Maintenant, si on veut acheter à l'étranger, les taxes liées à l'achat ne sont pas du tout les mêmes. Encore une fois, pour parler par exemple de l'Espagne, le rôle rempli par le notaire n'est pas du tout le même, parce que
Autant le notaire en France, on a l'habitude un petit peu des pourcentages qui représentent les frais de notaire dans un achat, parce que le notaire remplit énormément de missions. Il va vérifier justement que aucune dette n'est rattachée à la propriété, que l'ensemble des permis de construire avaient bien été accordés, etc. Alors que le notaire en Espagne ne le fait pas. Donc le Français qui achète en Espagne, il faut absolument qu'il prenne un avocat. Et ce genre de spécificités-là sont très importantes. Donc du coup, la première étape avant d'acheter, et avant même de regarder les prix de l'immobilier à la limite, c'est de se renseigner sur la législation, la fiscalité, le cadre légal qui permet justement d'acheter, puisqu'il y a des pays dans lesquels ça paraît pour nous Français par exemple un peu le Far West, et à l'inverse, pour les Chinois qui achètent à Paris, les codes ne sont pas non plus les mêmes ici.